Chapitre 9. La narration du docteur Lanyon. Le 9 janvier, il y a de cela 4 jours, je reçus par la distribution du soir une lettre recommandée que m'adressait de sa main mon collègue et ancien camarade de classe, Henry Jekyll. J'en fus très surpris car nous n'avions pas du tout l'habitude de correspondre. Je l'avais vu, j'avais même dîné avec lui le soir précédent, et je ne concevais dans nos rapports rien qui pût justifier la formalité de la recommandation. Le contenu de cette lettre augmenta ma surprise, car voici ce qu'elle renfermait. Le 10 décembre 1800, mon cher Lanyon, vous êtes l'un de mes plus anciens amis, et bien que nous puissions avoir différé parfois d'avis sur des questions scientifiques, je ne me rappelle, du moins de mon côté, aucune infraction à notre bonne entente. Il n'y a pas eu de jour où, si vous m'aviez dit « Jekyll, ma vie, mon honneur, ma raison dépendent de vous », je n'eusse, pour vous sauver, sacrifié ma fortune ou ma main gauche. Lanyon, ma vie, mon honneur, ma raison, tout cela est à votre merci. Si vous ne venez à mon aide, cette nuit, je suis perdu. Vous pourriez supposer, après cet exorde, que je vais vous demander quelque chose de déshonorant. Jugez-en par vous-même. Je désire que vous renonciez pour ce soir à tout autre engagement. Fussiez-vous mandé au chevet d'un empereur, que vous preniez un cab, à moins que vous n'ayez justement votre voiture à la porte, et muni de cette lettre-ci comme référence, que vous vous fassiez conduire tout droit à mon domicile. Poole, mon maître d'hôtel, est prévenu. Vous le trouverez vous attendant avec un serrurier. Il vous faut alors faire crocheter la porte de mon cabinet, où vous entrerez seul. Vous ouvrirez la vitrine marquée d'un E à main gauche, en forçant la serrure au besoin si elle était fermée. Et vous y prendrez, avec son contenu tel quel, le 4e tiroir à partir du haut, ou, ce qui revient au même, le 3e à partir du bas. Dans mon excessive angoisse, j'ai eu une peur maladive de vous mal renseigner, mais même si je suis dans l'erreur, vous reconnaîtrez le bon tiroir à son contenu. Des paquets de poudre, une fiole et un cahier de papier. Ce tiroir, je vous conjure de le rapporter avec vous à Cavendish Square, exactement comme il se trouve. Telle est la première partie du service. Passons à la seconde. Vous serez de retour, si vous vous mettez en route dès la réception de la présente, bien avant minuit. Mais je tiens à vous laisser dans cette marge, non seulement dans la crainte d'un de ces obstacles qu'on ne peut ni empêcher ni prévoir, mais parce qu'il vaut mieux, pour ce qui vous restera à faire, choisir une heure où vos domestiques seront couchés. À minuit donc, je vous prierai de vous trouver seul dans votre cabinet de consultation, d'introduire vous-même chez vous un homme qui se présentera de ma part, et de lui remettre le tiroir que vous serez allé chercher dans mon cabinet. Vous aurez alors joué votre rôle et mérité mon entière gratitude. En 5 minutes de plus, si vous insistez pour avoir une explication, vous aurez compris l'importance capitale de ces dispositions et qu'il vous suffirait d'en négliger une seule pour vous mettre sur la conscience ma mort ou le naufrage de ma raison. Malgré ma certitude que vous ne prendrez pas cette requête à la légère, le cœur me manque et ma main tremble à la seule idée d'une telle possibilité. Songez que je suis à cette heure dans un lieu étranger, à me débattre sous une noire détresse qu'aucune imagination ne saurait égaler, et pourtant bien assuré que si vous m'obligez ponctuellement, mes tribulations s'évanouiront comme un rêve. Obligez-moi, mon cher Lanyon, et sauvez votre ami H. G. PS. J'avais déjà fermé l'enveloppe quand une nouvelle crainte m'a frappé. Il peut arriver que la poste trompe mon attente et que cette lettre ne vous parvienne pas avant demain matin. Dans ce cas, mon cher Lanyon, faites ma commission lorsque cela vous sera le plus commode dans le courant de la journée, et encore une fois attendez mon messager à minuit.
Il sera peut-être alors déjà trop tard, et si la nuit se passe sans que vous voyiez rien venir, sachez que c'en sera fait de Henry Jekyll. La lecture de cette lettre me persuada que mon collègue était devenu fou. Mais tant que je n'en avais pas la preuve indéniable, je me voyais contraint de faire comme il m'en priait. Moins je voyais clair dans ce brouillamini, moins j'étais en situation de juger de son importance, et on ne pouvait, sans prendre une responsabilité grave, rejeter une prière libellée en pareils termes. Je me levai donc de table, pris une voiture et me rendis droit chez le docteur Jekyll. Le maître d'hôtel m'attendait. Il avait reçu par le même courrier que moi une lettre recommandée contenant des instructions et avait envoyé aussitôt chercher un serrurier et un menuisier. Ces deux artisans arrivèrent tandis que nous causions encore, et nous nous rendîmes tous ensemble à l'ancien amphithéâtre anatomique du docteur Denman, par où, comme vous le savez sans doute, on accède le plus aisément au cabinet personnel du docteur Jekyll. La porte en était solide, la serrure excellente. Le menuisier avoua qu'il aurait beaucoup de mal et qu'il lui faudrait faire beaucoup de dégâts si l'on devait recourir à la violence. Et le serrurier désespérait presque. Mais ce dernier était un garçon de ressources, et au bout de 2 heures de travail, la porte fut ouverte. La vitrine marquée d'un E n'était pas fermée à clé. Je pris le tiroir, le fis garnir de paille et emballer dans un drap de lit, puis je retournai avec l'objet à Cavendish Square. Là, je me mis en devoir d'examiner son contenu. Les paquets de poudre étaient assez proprement faits, mais non pas avec élégance du droguiste de profession. Je compris sans peine qu'ils étaient de la fabrication personnelle de Jekyll. En ouvrant l'un de ces paquets, je trouvai ce qui me parut être un simple sel cristallin de couleur blanche. La fiole, dont je m'occupai ensuite, pouvait être à moitié pleine d'un liquide rouge sang, qui piquait fortement aux narines et qui me parut contenir du phosphore et un éther volatile. Quant aux autres ingrédients, je dus m'abstenir de conjectures. Le cahier était un banal cahier d'écolier et contenait presque uniquement une série de dates. Celle-ci embrassait une période de plusieurs années, mais je remarquai que les écritures avaient cessé depuis près d'1 an et sans aucune transition. Ça et là, une date se complétait d'une brève annotation, en général bornée à un unique mot tel que « doublé », qui se présentait peut-être 6 fois dans un total de plusieurs centaines d'écritures, ou encore une seule fois tout au début de la liste et suivie de plusieurs points d'exclamation cette mention « échec complet ». Tout ceci, quoique fouettant ma curiosité, ne me disait pas grand-chose de précis. J'avais là une fiole contenant une teinture quelconque, une dose d'un sel et le journal d'une série d'expériences qui n'avaient, comme trop de recherches de Jekyll, abouti à aucun résultat d'une utilité pratique. En quoi la présence de ces objets dans ma maison pouvait-elle affecter aussi bien l'honneur que l'intégralité mentale ou la vie de mon collègue en fuite ? Si son messager pouvait venir en un lieu, pourquoi ne pouvait-il aussi bien aller en un autre ? Et même dans l'hypothèse d'un empêchement, pourquoi ce citoyen-là devait-il être reçu par moi en secret ? Plus je réfléchissais, plus je me convainquais d'avoir affaire à un cas de dérangement cérébral. Aussi, tout en envoyant mes domestiques se coucher, je chargeai un vieux revolver afin de me trouver en état de me défendre. Les 12 coups de minuit avaient à peine retenti sur Londres que l'on heurta tout doucement à ma porte. J'allai moi-même ouvrir et trouvai un petit bonhomme qui se dissimulait contre les pilastres du porche. « Venez-vous de la part du docteur Jekyll ? Lui demandai-je. Il me fit signe que oui, d'un geste contraint, et lorsque je l'eus invité à entrer, il ne m'obéit qu'après avoir jeté en arrière un regard inquisiteur dans les ténèbres de la place. Non loin, un policeman s'avançait la lanterne au poing. À cette vue, il me sembla que mon visiteur tressaillait et se hâtait davantage.
Ces particularités me frappèrent, je l'avoue, désagréablement, et tandis que je le suivais jusque dans la brillante clarté de mon cabinet de consultation, je me tins prêt à faire usage de mon arme. Là, enfin, j'eus tout loisir de le bien voir. Ce qui, du moins, était sûr, c'est que je ne l'avais jamais rencontré auparavant. Il était petit, comme je l'ai déjà dit. En outre, je fus frappé par l'expression repoussante de sa physionomie, par l'aspect exceptionnel qu'il présentait, d'une grande activité musculaire jointe à une non moins grande faiblesse apparente de constitution, et enfin, et plus encore peut-être, par le singulier trouble physiologique que son voisinage produisait en moi. Ce trouble présentait quelque analogie avec un début d'ankylose et s'accompagnait d'un notable affaiblissement du pouls. Sur le moment, je l'attribuais à quelque antipathie personnelle et idiosyncrasique et m'étonnais simplement de l'acuité de ses manifestations. Mais j'ai eu depuis des raisons de croire que son origine était située beaucoup plus profondément dans mon humaine nature et procédait d'un mobile plus noble que le sentiment de la haine. Cet individu, qui avait ainsi, dès le premier instant de son arrivée, excité en moi une curiosité que je qualifierais volontiers de malsaine, était vêtu d'une façon qui aurait rendu grotesque une personne ordinaire, car ses habits, quoique d'un tissu coûteux et de bon goût, étaient démesurément trop grands pour lui dans toutes les dimensions. Son pantalon lui retombait sur les jambes et on l'avait retroussé par en bas pour l'empêcher de traîner à terre. La taille de sa redingote lui venait au-dessous des hanches et son col bâillait largement sur ses épaules. Chose singulière à dire, cet accoutrement funambulesque était loin de me donner envie de rire. Au contraire, comme il y avait dans l'essence même de l'individu que j'avais alors en face de moi quelque chose d'anormal et d'avorté, quelque chose de saisissant, de surprenant et de révoltant, ce nouveau disparate semblait fait uniquement pour s'accorder avec le premier et le renforcer. Si bien qu'à mon intérêt envers la nature et le caractère de cet homme s'ajoutait une curiosité concernant son origine, sa vie, sa fortune et sa situation dans le monde. Ces remarques, auxquelles j'ai dû donner ici un tel développement, ne me prirent en réalité que quelques secondes. Mon visiteur était du reste trépidant d'une farouche agitation. « L'avez-vous » s'écria-t-il. « L'avez-vous » Et dans l'excès de son impatience, il alla jusqu'à me prendre par le bras comme pour me secouer. À son contact, je sentis dans mes veines une sorte de douleur glaciale. Je le repoussai. « Voyons, monsieur, lui dis-je, vous oubliez que je n'ai pas encore eu le plaisir de faire votre connaissance. Asseyez-vous, je vous prie. » Et pour lui montrer l'exemple, je m'installai moi-même dans mon fauteuil habituel en imitant mes façons ordinaires avec un malade, aussi bien que me le permettait l'heure tardive, la nature de mes préoccupations et l'horreur que m'inspirait mon visiteur. « Je vous demande pardon, docteur Lannion, répliqua-t-il assez poliment. Ce que vous dites là est tout à fait juste, et mon impatience a devancé ma politesse. Je suis venu ici à la requête de votre collègue, le docteur Henry Jekyll, pour une affaire d'importance. » Et à ce que j'ai compris, il s'interrompit, porta la main à sa gorge, et je pus voir, en dépit de son attitude calme, qu'il luttait contre les approches d'une crise de nerfs. À ce que j'ai compris, un tiroir, mais j'eus pitié de l'angoisse de mon visiteur, non moins peut-être que de ma croissante curiosité. « Le voici, monsieur, répondis-je en désignant le tiroir, déposé sur le parquet derrière une table et toujours recouvert de son drap. Il bondit vers l'objet, puis fit halte et porta la main à son cœur. J'entendais ses dents grincer par le jeu convulsif de ses mâchoires, et son visage m'apparut si hagard que je m'en alarmai autant pour sa vie que pour sa raison. « Remettez-vous, lui dis-je. » Il m'adressa un sourire hideux, et avec le courage du désespoir, il arracha le drap.
À la vue du contenu du tiroir, il poussa un grand sanglot, exprimant une délivrance si énorme que j'en restai pétrifié. Et dans le même instant, d'une voix redevenue déjà presque naturelle, il me demanda: Auriez-vous un verre gradué? Je me levai de mon siège avec un certain effort et lui donnai ce qu'il désirait. Il me remercia d'un geste souriant, mesura quelques gouttes de la teinture rouge et y ajouta l'une des doses de poudre. La mixture, d'une teinte rougeâtre au début, commença, à mesure que les cristaux se dissolvaient, à foncer en couleur, avec une effervescence notable et à émettre de petits jets de vapeur. Tout à coup, l'ébullition prit fin, et presque en même temps, la combinaison devint d'un pourpre violacé qui se changea de nouveau, et plus lentement, en un vert glauque. Mon visiteur, qui suivait ces transformations d'un œil avide, sourit, déposa le verre sur la table, puis, se tournant vers moi, me regarda d'un œil scrutateur. Et maintenant, dit-il, réglons la suite. Voulez-vous être raisonnable? Écoutez mon avis, me permettre d'emporter ce verre avec moi et de sortir d'ici sans autre commentaire? Ou bien l'excès de votre curiosité l'emporte-t-il? Réfléchissez avant de répondre, car il en sera fait selon votre volonté. Selon votre volonté, je vous laisserai tel que vous étiez auparavant, ni plus riche, ni plus savant, à moins que la conscience du service rendu à un homme en danger de mort puisse être comptée parmi les richesses de l'âme. Ou bien, si vous le préférez, un nouveau domaine du savoir et de nouveaux chemins conduisant à la naissance, à la puissance et à la renommée vous seront ouverts, ici même, dans cette pièce, sans plus tarder, et vos regards seront éblouis d'un prodige capable d'ébranler l'incrédulité de Lucifer. Monsieur, dis-je, affectant un sang-froid que j'étais loin de posséder en réalité, vous parlez par énigme, et vous ne vous étonnerez peut-être pas de ce que je ne vous écoute avec une assez faible conviction. Mais je me suis avancé trop loin dans la voie des services inexplicables pour m'arrêter avant d'avoir vu la fin. C'est bien, répliqua mon visiteur. Lagnonne, rappelez-vous vos serments. Ce qui va suivre est sous le sceau du secret professionnel. Et maintenant, vous qui êtes resté si longtemps attaché aux vues les plus étroites et les plus matérielles, vous qui avez nié la vertu de la médecine transcendante, vous qui avez raillé vos supérieurs, voyez. Il porta le verre à ses lèvres et but d'un trait. Un cri retentit. Il râla, tituba, se cramponna à la table et se maintint debout, les yeux fixes et injectés, haletant, la bouche ouverte, et tandis que je le considérais, je crus voir en lui un changement. Il me parut se dilater. Sa face devint brusquement noire, et ses traits semblèrent se fondre et se modifier. Et un instant plus tard, je me dressai d'un bond, me rejetant contre la muraille, le bras levé pour me défendre du prodige, l'esprit confondu de terreur. « Ô Dieu !» m'écriai-je, et je répétai à plusieurs reprises. « Ô Dieu !» Car là, devant moi, pâle et défait, à demi évanoui, et tâtonnant devant lui avec ses mains, tel un homme ravi au tombeau, se tenait Henry Jekyll. Ce qu'il me raconta durant l'heure qui suivit, je ne puis me résoudre à l'écrire. Je vis ce que je vis, j'entendis ce que j'entendis, et mon âme en défaillit. Et pourtant, à l'heure actuelle où ce spectacle a disparu de devant mes yeux, je me demande si j'y crois et je ne sais que répondre. Ma vie est ébranlée jusque dans ses racines, le sommeil m'a quitté, les plus abominables terreurs m'assiègent à toute heure du jour et de la nuit. Je sens que mes jours sont comptés et que je vais mourir. Et malgré cela, je mourrai incrédule.
Quant à l'abjection morale que cet homme me dévoila, non sans des larmes de repentir, je ne puis, même à distance, m'en ressouvenir sans un sursaut d'horreur. Je n'en dirai qu'une chose, Utterson, et si toutefois vous pouvez vous résoudre à y croire, ce sera plus que suffisant. L'individu qui, cette nuit-là, se glissa dans ma demeure était, de l'aveu même de Jekyll, connu sous le nom de Hyde, et recherché dans toutes les parties du monde comme étant l'assassin de Carew. Asti Lanyon. Chapitre 10. Henry Jekyll fait l'exposé complet de son cas. Je suis né en l'an 1800, héritier d'une belle fortune, doué en outre de facultés remarquables, incité par nature au travail, recherchant la considération des plus sages et des meilleurs d'entre mes contemporains, j'offrais de la sorte, aurait-on pu croire, toutes les garanties d'un avenir honorable et distingué. Et de fait, le pire de mes défauts était cette vive propension à la joie qui fait le bonheur de beaucoup, mais que je trouvais difficile de concilier avec mon désir impérieux de porter la tête haute et de revêtir en public une mine plus grave que le commun des mortels. Il résulta de là que je ne me livrai au plaisir qu'en secret, et lorsque j'atteignis l'âge de la réflexion et commençai à regarder autour de moi et à me rendre compte de mes progrès et de ma situation dans le monde, je me trouvais déjà réduit à une profonde dualité d'existence. Plus d'un homme aurait tourné en plaisanterie les licences dont je me rendais coupable, mais des hauteurs idéales que je m'étais assignées, je les considérais et les dissimulais avec un sentiment de honte presque maladif. Ce fut donc le caractère tyrannique de mes aspirations, bien plutôt que des vices particulièrement dépravés, qui me fit ce que je devins, et, par une coupure plus tranchée que chez la majorité des hommes, sépara en moi ces domaines du bien et du mal, où se répartit et dont se compose la double nature de l'homme. Dans mon cas particulier, je fus amené à méditer de façon intense et prolongée sur cette dure loi de l'existence qui se trouve à la base de la religion et qui constitue l'une des sources de tourments les plus abondantes. Malgré toute ma duplicité, je ne méritais nullement le nom d'hypocrite. Les deux faces de mon moi étaient également d'une sincérité parfaite. Je n'étais pas plus moi-même quand je rejetais la contrainte et me plongeais dans le vice que lorsque je travaillais, au grand jour, à acquérir le savoir qui soulage les peines et les maux. Et il se trouva que la suite de mes études scientifiques, pleinement orientées vers un genre mystique et transcendant, réagit et projeta une vive lumière sur l'idée que je me faisais de cette guerre sempiternelle livrée entre mes éléments constitutifs. De jour en jour, et par les deux côtés de mon intelligence, le moral et l'intellectuel, je me rapprochais donc peu à peu de cette vérité dont la découverte partielle a entraîné pour moi un si terrible naufrage, à savoir que l'homme n'est en réalité pas un, mais bien deux. Je dis deux parce que l'état de mes connaissances propres ne s'étend pas au-delà. D'autres viendront après moi qui me dépasseront dans cette voie, et j'ose avancer l'hypothèse que l'on découvrira finalement que l'homme est formé d'une véritable confédération de citoyens multiformes, hétérogènes et indépendants. Pour ma part, suivant la nature de ma vie, je progressais infailliblement dans une direction et dans celle-là seule. Ce fut par le côté moral et sur mon propre individu que j'appris à discerner l'essentielle et primitive dualité de l'homme. Je vis que des deux personnalités qui se disputaient le champ de ma conscience, si je pouvais à aussi juste titre passer pour l'une ou l'autre, cela venait de ce que j'étais foncièrement toutes les deux, et à partir d'une date reculée, bien avant que la suite de mes investigations scientifiques m'eût fait même entrevoir la plus lointaine possibilité de pareils miracles, j'avais appris à caresser amoureusement,
tel un beau rêve, le projet de séparer ces éléments constitutifs. Il suffirait, me disais-je, de pouvoir caser chacun d'eux dans une individualité distincte pour alléger la vie de tout ce qu'elle a d'insupportable. L'injuste alors suivrait sa voie, libéré des aspirations et des remords de son jumeau supérieur, et le juste s'avancerait d'un pas ferme et assuré sur son chemin sublime, accomplissant les bonnes actions dans lesquelles il trouve son plaisir, sans plus se voir exposé au déshonneur et au repentir causé par ce mal étranger. C'est pour le châtiment de l'humanité que cet incohérent faisceau a été réuni de la sorte, que, dans le sein déchiré de la conscience, ces jumeaux antipodiques sont ainsi en lutte continuelle. N'y aurait-il pas un moyen de les dissocier ? J'en étais là de mes réflexions lorsque, comme je l'ai dit, un rayon inattendu jailli de mes expériences de laboratoire vint peu à peu illuminer la question. Je commençais à percevoir plus vivement qu'on ne l'a jamais fait l'instable immatérialité, la fugacité nébuleuse de ce corps en apparence si solide dont nous sommes revêtus. Je découvris que certains agents ont le pouvoir d'attaquer cette enveloppe de chair et de l'arracher ainsi que le vent relève les pans d'une tente. Mais je ne pousserai pas plus loin cette partie scientifique de ma confession pour deux bonnes raisons. D'abord, parce que j'ai appris à mes dépens que le calamiteux fardeau de notre vie est pour toujours attaché sur nos épaules et qu'à chaque tentative que l'on fait pour le rejeter, il n'en retombe sur nous qu'avec un poids plus insolite et plus redoutable. En second lieu, parce que, ainsi que mon récit le rendra hélas trop évident, ma découverte fut incomplète. Je me bornerai donc à dire qu'après avoir reconnu dans mon corps naturel la simple auréole et comme l'émanation de certaines des forces qui constituent mon esprit, je réussis à composer un produit grâce auquel ces forces pouvaient être dépouillées de leur suprématie pour faire place à une seconde forme apparente, non moins représentative de mon moi, puisqu'étant l'expression et portant la marque d'éléments inférieurs de mon âme. J'hésitai longtemps avant de mettre cette théorie à l'épreuve de l'expérience. Je savais trop que je risquais la mort, car avec un produit assez puissamment efficace pour forcer et dominer la citadelle intime de l'individualité, il pouvait suffire du moindre excès dans la dose ou de la moindre intempestivité dans son application pour qu'elle abolît totalement ce tabernacle immatériel que je comptais lui voir modifié. Mais l'attrait d'une découverte aussi singulière et aussi grosse de conséquences surmonta finalement les objections de la crainte. Depuis longtemps, ma teinture était prête. Il ne me resta donc plus qu'à me procurer, dans une maison de droguerie en gros, une forte quantité d'un certain sel que je savais être, de par mes expériences, le dernier ingrédient nécessaire. Et enfin, par une nuit maudite, je combinai les éléments, les regardai bouillonner et fumer dans le verre, tandis qu'ils réagissaient l'un sur l'autre. Et lorsque l'ébullition se fut calmée, rassemblant toute mon énergie, j'absorbai le breuvage. J'éprouvai les tourments les plus affreux, un broiement dans les os, une nausée mortelle et une agonie de l'âme qui ne peut être surpassée à l'heure de la naissance ou à celle de la mort. Puis, rapidement, ces tortures déclinèrent, et je revins à moi comme au sortir d'une grave maladie. Il y avait dans mes sensations un je ne sais quoi d'étrange, d'indiciblement neuf, et aussi, grâce à cette nouveauté même, d'incroyablement exquis. Je me sentais plus jeune, plus léger, plus heureux de corps. C'était en moi un effrénement capiteux, un flot désordonné d'images sensuelles, traversant mon imagination comme un rude moulin, un détachement des obligations du devoir, une liberté de l'âme inconnue, mais non pas innocente. Je me sentis dès le premier souffle de ma vie nouvelle
plus méchant, 10 fois plus méchant, livré en esclavage à mes mauvais instincts originels. Et cette idée, sur le moment, m'excita et me délecta comme un vin. Je m'étirai les bras, charmé par l'inédit de mes sensations, et dans ce geste, je m'aperçus tout à coup que ma stature avait diminué. Il n'existait pas de miroir à l'époque dans ma chambre. Celui qui se trouve à côté de moi, tandis que j'écris ceci, y fut installé beaucoup plus tard, et en vue même de ces métamorphoses. La nuit, cependant, était fort avancée. Le matin, en dépit de sa noirceur, allait donner bientôt naissance au jour. Les habitants de ma demeure étaient ensevelis dans le plus profond sommeil, et je résolus, tout gonflé d'espoir et de triomphe, de m'aventurer sous ma nouvelle forme à parcourir la distance qui me séparait de ma chambre à coucher. Je traversai la cour, où du haut du ciel les constellations me regardaient sans doute avec étonnement. Moi, la première créature de ce genre, que leur eût encore montré leur vigilance éternelle. Je me glissai au long des corridors, étranger dans ma propre demeure, et arrivé dans ma chambre, je me vis pour la première fois en présence d'Edward Hyde. Je ne puis parler ici que par conjecture, disant non plus ce que je sais, mais ce que je crois être le plus probable. Le mauvais côté de ma nature, auquel j'avais à cette heure donné forme, était moins robuste et moins développé que le bon récemment rejeté. De plus, dans le cours de ma vie, qui avait été somme toute pour les 9/10 une vie de labeur et de contrainte, il avait été soumis à beaucoup moins d'efforts et de fatigue. Telle est, je pense, la raison pourquoi Edward Hyde était tellement plus petit, plus mince et plus jeune que Henry Jekyll. Tout comme le bien se reflétait sur la physionomie de l'un, le mal s'inscrivait en toutes lettres sur les traits de l'autre. Le mal, en outre, où je persiste à voir le côté mortel de l'homme, avait mis sur ce corps une empreinte de difformité et de déchéance. Et pourtant, lorsque cette laide effigie m'apparut dans le miroir, j'éprouvai non pas de la répulsion, mais bien plutôt un élan de sympathie. Celui-là aussi était moi. Il me semblait naturel et humain. À mes yeux, il offrait une incarnation plus intense de l'esprit, il se montrait plus intégral et plus un que l'imparfaite et composite apparence que j'avais jusque-là qualifiée de mienne. Et en cela, j'avais indubitablement raison. J'ai observé que lorsque je revêtais la figure de Hyde, personne ne pouvait s'approcher de moi sans ressentir tout d'abord une véritable horripilation de la chair. Ceci provenait, je suppose, de ce que tous les êtres humains que nous rencontrons sont composés d'un mélange de bien et de mal. Or, Edward Hyde, seul parmi les rangs de l'humanité, était fait exclusivement de mal. Je ne m'attardai qu'une minute devant la glace. J'avais encore à tenter la seconde expérience qui serait décisive. Il me restait à voir si j'avais perdu mon individualité sans rémission et s'il me faudrait avant le jour fuir d'une maison qui n'était désormais plus la mienne. Regagnant en hâte mon cabinet, je préparai de nouveau et absorbai le breuvage, souffris une fois de plus les tourments de l'agonie et revins à moi une fois de plus avec la mentalité et les traits de Henry Jekyll. J'étais arrivé, cette nuit-là, au fatal carrefour. Eussé-je envisagé ma découverte dans un esprit plus relevé, eussé-je risqué l'expérience sous l'empire de sentiments nobles et généreux, tout se serait passé autrement. Et de ces agonies de mort et de renaissance, je serais sorti ange et non point démon. La drogue n'avait pas d'action sélective, elle n'était ni diabolique ni divine, elle ne faisait que forcer les portes de la prison constituée par ma disposition psychologique, et à l'instar des captifs de Philippe, ceux-là qui étaient dedans s'évadaient. À cette époque,
ma vertu somnolait. Mon vice, tenu en éveil par l'ambition, fut alerté et prompt à saisir l'occasion. Et l'être qui s'extériorisa fut Edward Hyde. En conséquence, tout en ayant désormais deux personnalités, aussi bien que deux figures, l'une était entièrement mauvaise, tandis que l'autre demeurait le vieux Henry Jekyll, ce composé hétérogène que je désespérais depuis longtemps d'amender ou de perfectionner. L'avance acquise conduisait donc droite au pire. Même à cette époque, je n'avais pas encore entièrement surmonté l'aversion qui m'inspirait l'aridité d'une vie d'études. J'étais encore parfois disposé à m'amuser, et comme mes plaisirs étaient, pour ne pas dire plus, peu relevés, et que non seulement j'étais bien connu et fort considéré, mais que je commençais à prendre de l'âge, cette incompatibilité de ma vie me pesait chaque jour un peu plus. Ce fut donc par là que ma nouvelle faculté me séduisit et que je tombai enfin dans l'esclavage. Ne me suffisait-il pas de boire la mixture pour dépouiller aussitôt le corps du professeur en renom et pour revêtir, tel un épais manteau, celui d'Edward Hyde? Cette idée me fit sourire, je la trouvai alors amusante, et je pris mes dispositions avec le soin le plus méticuleux. Je louai et meublai cette maison de Soho où Hyde a été pisté par la police et engagé comme gouvernante une créature que je savais muette et sans scrupules. D'autre part, j'annonçai à mes domestiques qu'un certain monsieur Hyde, que je leur décrivis, devait avoir toute liberté et tout pouvoir dans mon domicile donnant sur la place. Et pour les familiariser avec lui, en vue de parer aux mésaventures, je me rendis visite sous ma seconde incarnation. Je rédigeai ensuite ce testament qui vous scandalisa si fort, de façon que s'il m'arrivait quelque chose en la personne du docteur Jekyll, je pusse passer à celle de Hyde sans perte financière. Ainsi prémuni, à ce que j'imaginais, de tous côtés, je commençai de mettre à profit les singuliers privilèges de ma situation. Des hommes, jadis, prenaient à gage des spadassins pour exécuter leurs crimes, tandis que leur propre personne et leur réputation demeuraient à l'abri. Je fus le tout premier qui en agit de la sorte pour ses plaisirs. Je fus le premier à pouvoir ainsi affronter les regards du public sous un revêtement d'indiscutable honorabilité pour, la minute d'après, tel un écolier, rejeter ses oripeaux d'emprunt et me plonger à corps perdu dans l'océan de la liberté. Mais pour moi, sous mon impénétrable déguisement, la sécurité était complète. Songez-y, je n'existais même pas. Qu'on me laissât seulement franchir la porte de mon laboratoire, qu'on me donnât quelques secondes pour préparer et avaler le breuvage que je tenais toujours prêt, et quoi qu'il eût fait, Edward Hyde s'évanouissait comme la buée de la laine sur un miroir. Et là, à sa place, tranquille et bien chez lui, studieusement penché sous la lampe nocturne, en homme que les soupçons ne peuvent effleurer, l'on ne trouvait plus que Henry Jekyll. Les plaisirs que je m'empressais de rechercher sous mon déguisement étaient, comme je l'ai dit, peu relevés, pour n'user point d'un terme plus sévère. Mais entre les mains d'Edward Hyde, ils ne tardèrent pas à tourner au monstrueux. En revenant de ces expéditions, j'étais souvent plongé dans une sorte de stupeur, à me voir si dépravé par procuration. Ce démon familier que j'évoquais hors de ma propre âme et que j'envoyais seul pour en faire à son bon plaisir était un être d'une malignité et d'une vilainie foncière. Toutes ses actions, comme toutes ses pensées, se concentraient sur lui-même. Impitoyable comme un homme de pierre, il savourait avec une bestiale avidité le plaisir d'infliger à autrui le maximum de souffrance. Henry Jekyll restait parfois atterré devant les actes d'Edward Hyde. Mais la situation, en échappant aux lois ordinaires,
relâcher insidieusement l'emprise de sa conscience. C'était Hyde après tout le coupable, et lui seul. Jekyll n'en était pas pire. Il trouvait à son réveil ses bonnes qualités en apparence intactes. Il s'empressait même, dans la mesure du possible, de défaire le mal que Hyde avait fait, et ainsi s'endormait sa conscience. Mon dessein n'est pas d'entrer dans le détail des ignominies dont je devins alors le complice, car même à cette heure je ne puis guère admettre que je l'ai commis. Je ne veux indiquer ici les avertissements et les étapes successives qui marquèrent l'approche de mon châtiment. Ce fut d'abord une petite aventure sans conséquence et que je me bornerai à mentionner. Un acte de cruauté envers une fillette attira sur moi la colère d'un passant, que je reconnus l'autre jour en la personne de votre cousin. Le docteur et les parents de l'enfant se joignirent à lui. Il y eut des minutes où je craignis pour ma vie, et à la fin, en vue d'apaiser leur trop juste ressentiment, Edward Hyde fut contraint de les emmener jusqu'à la porte de Henry Jekyll et de leur remettre en paiement un chèque tiré au nom de ce dernier. Mais ce danger fut aisément écarté pour l'avenir, en ouvrant un compte dans une autre banque au nom d'Edward Hyde lui-même. Et lorsqu'en redressant ma propre écriture, j'eus pourvu mon double d'une signature, je crus m'être placé au-delà des atteintes du sort. Environ 2 mois avant l'assassinat de Sir Danvers, étant sorti pour courir à mes aventures, je rentrai à une heure tardive, et m'éveillai le lendemain dans mon lit avec des sensations quelque peu insolites. Ce fut en vain que je regardai autour de moi, en vain que je vis le mobilier sobre et les vastes proportions de ma chambre sur la place, en vain que je reconnus et le profil de mon bois de lit en acajou et le dessin des rideaux. Quelque chose ne cessait de m'affirmer que je n'étais pas là où je me croyais, mais bien dans la petite chambre de Soho où j'avais accoutumé de dormir dans la peau d'Edward Hyde. Je me raillai moi-même et en bon psychologue me mis indolemment à rechercher les causes de cette illusion, tout en me laissant aller par instants à l'agréable somnolence matinale. J'étais occupé de la sorte quand, dans un intervalle de lucidité plus complète, mon regard tomba sur ma main. Or, comme vous l'avez souvent remarqué, la main de Henry Jekyll, toute professionnelle de forme et de taille, était grande, ferme, blanche et lisse. La main que je vis alors, sans méprise possible, dans la lumière jaune et tardive d'un matin londonien, cette main, reposant à demi fermée sur les draps du lit, était au contraire maigre, noueuse, à veines saillantes, d'une pâleur terreuse et revêtue d'une épaisse pilosité. C'était la main d'Edward Hyde. Abasourdi, stupide d'étonnement, je la considérai pendant une bonne demi-minute, avant que la terreur ne s'éveillât dans mon sein, aussi brusque et saisissante qu'un fracas de cymbales. M'élançant hors du lit, je courus au miroir. Au spectacle qui frappa mes regards, mon sang se changea en un fluide infiniment glacial et raréfié. Oui, je m'étais mis au lit Henry Jekyll et je me réveillai Edward Hyde. Comment expliquer cela, me demandai-je, et puis avec un autre tressant d'effroi, comment y remédier? La matinée était fort avancée, les domestiques levés, toutes mes drogues se trouvaient dans le cabinet, et à la perspective du long trajet, 2 étages à descendre, le corridor de derrière à parcourir, la cour à traverser à découvert, puis l'amphithéâtre d'anatomie, je reculai épouvanté. Il y avait bien le moyen de me cacher le visage. Mais à quoi bon si j'étais incapable de dissimuler l'altération de ma stature? Et alors, avec un soulagement d'une douceur infinie, je me rappelai que les domestiques étaient déjà accoutumés aux allées et venues de mon second mois. J'eus au fait de me vêtir, tant bien que mal, avec des habits de ma taille à moi, de traverser la maison où Bradshaw ouvrit de grands yeux et se recula en voyant passer M. Hyde à pareille heure et en un si bizarre accoutrement. 10 minutes plus tard,
le docteur Jekyll avait retrouvé sa forme propre et se mettait à table, la mine soucieuse, pour faire un simulacre de déjeuner. L'appétit me manquait totalement. Cette inexplicable aventure, cette subversion de mon expérience antérieure semblait, tel le doigt mystérieux sur le mur de Babylone, tracer l'arrêt de ma condamnation. Je me mis à réfléchir plus sérieusement que je ne l'avais encore fait aux conséquences possibles de ma double vie. Cette partie de moi-même, que j'avais le pouvoir de projeter au dehors, avait en ces derniers temps pris beaucoup d'exercice et de nourriture. Il me semblait depuis peu que le corps d'Edward Hyde augmentait de taille et que j'éprouvais sous cette forme un afflux de sang plus généreux. Le péril m'apparut. Si cette situation se prolongeait, je risquais fort de voir l'équilibre de ma nature détruit de façon durable. Et le pouvoir de transformation volontaire aboli, la personnalité d'Edward Hyde remplacerait la mienne irrévocablement. L'action de la drogue ne se montrait pas toujours également efficace. Une fois, dans les débuts de ma carrière, elle avait totalement trompé mon attente. Depuis lors, je m'étais vu contraint en plus d'une occasion de doubler, et une fois même avec un risque de mort infini, de tripler la dose. Et ces rares incertitudes avaient seules jusqu'alors jeté une ombre sur mon bonheur. Mais ce jour-là, et à la lumière de l'accident du matin, je fus amené à découvrir que, tandis qu'au début la difficulté consistait à dépouiller le corps de Jekyll, elle s'était depuis peu, par degrés, mais de façon indiscutable, reportée de l'autre côté. Tout donc semblait tendre à cette conclusion. Savoir que je perdais peu à peu la maîtrise de mon moi originel et supérieur pour m'identifier de plus en plus avec mon moi second et inférieur. Entre les deux, je le compris alors, il me fallait opter. Mes deux natures possédaient en commun la mémoire, mais toutes leurs autres facultés étaient fort inégalement réparties entre elles. Jekyll, cet être composite, éprouvait tantôt les craintes les plus légitimes, tantôt une alacrité avide de s'extérioriser dans les plaisirs et les aventures de Hyde et d'en prendre sa part. Hyde, au contraire, n'avait pour Jekyll que de l'indifférence, ou bien il se souvenait de lui uniquement comme le bandit des montagnes se rappelle la caverne où il se met à l'abri des poursuites. L'affection de Jekyll était plus que paternelle, l'indifférence de Hyde plus que filiale. Remettre mon sort à Jekyll, c'était mourir à ces convoitises que j'avais toujours caressées en secret et que j'avais depuis peu laissé se développer. Le confier à Hyde, c'était mourir à 1000 intérêts et aspirations et devenir d'un seul coup et à jamais un homme méprisé et sans amis. Le marché pouvait sembler inégal, mais une autre considération pesait dans la balance. Tandis que Jekyll ressentirait cruellement les feux de l'abstinence, Hyde ne s'apercevrait même pas de tout ce qu'il aurait perdu. En dépit de l'étrangeté de ma situation, les termes de ce dilemme sont aussi vieux et aussi banals que l'humanité. Ce sont des tentations et des craintes du même genre, qui décident du sort de tout pécheur aux prises avec la tentation. Et il advint de moi, comme il advient de la plus grande majorité de mes frères humains, que je choisis le meilleur rôle, mais que je manquais finalement d'énergie pour y persévérer. Oui, je préférais être le docteur vieillissant et insatisfait, entouré d'amis et nourrissant d'honnêtes espérances, et je dis un adieu définitif à la liberté, à la relative jeunesse, à la démarche légère, au sang ardent et au plaisir défendu que j'avais goûté sous le déguisement de Hyde. Ce choix n'allait peut-être pas sans réserve tacite, car pas plus que je renonçais à la maison de Soho, je ne détruisis les vêtements d'Edward Hyde, qui restaient toujours prêts dans mon cabinet.
Durant 2 mois cependant, je restai fidèle à ma résolution. Durant 2 mois, l'austérité de ma vie dépassa tout ce que j'avais réalisé jusque-là, et je goûtai les joies d'une conscience satisfaite. Mais le temps vint peu à peu amortir la vivacité de mes craintes. Les éloges reçus de ma conscience m'apparurent bientôt comme allant de soi. Je commençai à être tourmenté d'affres et d'ardeur, comme si Hyde s'efforçait de reconquérir la liberté. Si bien qu'à la fin, en 1 heure de défaillance morale, je préparai et absorbai de nouveau le breuvage transformateur. Je ne pense pas, lorsqu'un ivrogne s'entretient de son vice avec lui-même, qu'il soit affecté 1 fois sur 500 par les dangers auxquels l'expose sa bestiale insensibilité physique. Moi non plus. De tout le temps que j'avais réfléchi à ma situation, je n'avais guère tenu compte de l'entière insensibilité morale et de l'insensée propension au mal qui étaient les caractères dominants d'Edward Hyde. Ce fut pourtant de là que me vint le châtiment. Mon démon intime avait été longtemps prisonnier. Il s'échappa rugissant. Je ressentis, à peine le breuvage absorbé, une propension au mal plus débridée, plus furieuse. C'est à ce fait que j'attribue l'éveil en mon âme de la tempête d'impatience avec laquelle j'écoutais les politesses de mon infortunée victime. Je déclare du moins devant Dieu qu'aucun homme moralement sain n'eût pu se rendre coupable de ce crime sous un prétexte aussi pitoyable. Et je frappai avec aussi peu de raison que n'en a un enfant en colère de briser son jouet. Mais je m'étais débarrassé volontairement de tous ces instincts de retenue, grâce auxquels même les pires d'entre nous persistent à marcher dans une certaine fermeté parmi les tentations, et dans mon cas, être tenté même légèrement, c'était succomber. À l'instant même, l'esprit de l'enfer s'éveilla en moi et fit rage. Chaque coup asséné m'était un délice, et je malmenais le corps inerte avec des transports d'allégresse. Ce délirant paroxysme n'avait pas cessé, et la fatigue commençait déjà de m'envahir, lorsque soudain un frisson d'épouvante me transfixa le cœur. Un brouillard se dissipa, me montrant ma vie perdue, et à la fois exultant et tremblant, avec mon goût du mal réjoui et stimulé, et mon amour de la vie porté au suprême degré, je m'enfuis loin du théâtre de mes excès. Je courus à la maison de Soho, et pour plus de sûreté détruisis mes papiers, après quoi je ressortis parmi les rues éclairées, dans la même exaltation complexe, me délectant au souvenir de mon crime et dans mon délire en projetant d'autres pour l'avenir, sans cesser toutefois d'être talonné d'inquiétude et de guetter derrière moi l'approche d'un vengeur. En préparant le breuvage, Hyde avait une chanson aux lèvres, et il but à la santé du défunt. Les tortures de la métamorphose avaient à peine cessé de le déchirer que Henry Jekyll, avec des larmes de reconnaissance et de repentir, tombait à genoux et tendait vers le ciel des mains suppliantes. Le voile de l'égoïsme se fendit du haut en bas, et ma vie m'apparut dans son ensemble. À plusieurs reprises, je la récapitulai depuis les jours de mon enfance, alors que je marchais la main dans la main de mon père, et repassant les efforts d'abnégation de mon existence professionnelle, j'arrivais chaque fois, sans pouvoir me résoudre à y croire, aux maudites abominations de la soirée. J'en hurlais presque, je m'évertuais avec des larmes et des prières à écarter la foule d'images hideuses dont me harcelait ma mémoire. Mais toujours, entre mes supplications, l'horrible face de mon iniquité me regardait jusqu'au fond de l'âme. Enfin, l'acuité de ce remords s'atténua peu à peu et fit place à une sensation de joie. Le problème de ma conduite était résolu. Désormais, il ne pouvait plus être question de Hyde, et bon gré mal gré, je m'en voyais réduite à la meilleure part de mon être.
Oh, combien je me réjouis à cette idée! Et avec quelle humilité volontaire j'embrassais à nouveau les contraintes de la vie normale! Avec quel sincère renoncement je fermais la porte par laquelle j'étais si souvent sortie et rentrée, et en écrasais la clé sous mon talon. Le lendemain, j'appris la nouvelle que le meurtrier avait été reconnu, que le monde entier savait Hyde coupable, et que sa victime était un homme haut placé dans la considération publique. Je crois bien que je fus heureux de l'apprendre, heureux de voir mes bonnes résolutions ainsi fortifiées et gardées par la crainte de l'échafaud. Jekyll était maintenant mon unique refuge. Que Hyde se fît voir un seul instant, et tous les bras se lèveraient pour s'emparer de lui et le mettre en pièces. Je résolus de racheter le passé par ma conduite future, et je puis dire en toute sincérité que ma résolution produisit de bons fruits. Vous savez vous-même avec quelle ardeur je travaillais, durant les derniers mois de l'année passée, à soulager les misères. Vous savez que je fis beaucoup pour mon prochain, et que mes jours s'écoulèrent tranquilles, et même heureux. Car je ne puis vraiment dire que cette vie de bienfaits et d'innocence me pesa. Je la goûtais au contraire chaque jour davantage, mais je restais sous la malédiction de ma dualité, et lorsque le premier feu de mon repentir s'atténua, le côté inférieur de mon moi, si longtemps choyé, si récemment enchaîné, se remit à réclamer sa liberté. Ce n'était pas que je songeasse à ressusciter Hyde. Cette seule idée m'affolait, non. C'était dans ma propre personne que j'étais une fois de plus tenté de biaiser avec ma conscience, et ce fut en secret, comme un vulgaire pécheur, que je finis par succomber aux assauts de la tentation. Il y a un terme à toute chose. La mesure la plus spacieuse déborde à la fin, et cette brève concession à mes instincts pervers détruisit finalement l'équilibre de mon âme. Pourtant, je n'en fus pas alarmé. La chute me semblait naturelle, comme un retour aux temps anciens qui précédèrent ma découverte. C'était par une belle journée limpide de janvier, le sol restait humide aux endroits où le verglas avait fondu, mais on ne voyait pas un nuage au ciel. Regent's Park s'emplissait de gazouillements et il flottait dans l'air une odeur de printemps. Je m'installai au soleil sur un banc, l'animal en moi léchait des bribes de souvenirs. Le côté spirituel somnolait à demi, se promettant une réforme ultérieure, mais sans désir de l'entreprendre. Après tout, me disais-je, je suis comme mes voisins, et je souriais en me comparant aux autres, en comparant ma bonne volonté agissante avec leur lâche et vile inertie. Et à l'instant même de cette pensée vaniteuse, il me prit un malaise, une horrible nausée, accompagnée du plus mortel frisson. Ces symptômes disparurent, me laissant affaibli, et puis à son tour cette faiblesse s'atténua. Je commençai à percevoir un changement dans le ton de mes pensées, une plus grande hardiesse, un mépris du danger, une délivrance des obligations du devoir. J'abaissai les yeux, mes vêtements pendaient informes sur mes membres rabougris, la main qui reposait sur mon genou était noueuse et velue. J'étais une fois de plus Edward Hyde. Une minute plus tôt, l'objet de la considération générale, je me voyais riche, aimé, la table mise m'attendait dans ma salle à manger. Et maintenant, je n'étais plus qu'un vil gibier humain, pourchassé, sans gîte, un assassin notoire, voué au gibet. Ma raison vacilla, mais sans m'abandonner entièrement. J'ai plus d'une fois observé que sous ma seconde incarnation, mes facultés semblaient aiguisées à un degré supérieur, et mes énergies plus tendues et plus souples. Il en résulta que là où Jekyll aurait peut-être succombé, Hyde s'éleva à la hauteur des circonstances. Mes drogues se trouvaient sur l'une des étagères de mon cabinet. Comment faire pour me les procurer? Tel était le problème
que me pressant le front à 2 mains, je m'efforçais de résoudre. La porte du laboratoire, je l'avais fermée. Si je cherchais à y rentrer par la maison, mes propres serviteurs m'enverraient à la potence. Je vis qu'il me fallait user d'un intermédiaire et songer à Lannion. Comment le prévenir? Comment le persuader? En admettant que je ne me fisse pas prendre dans la rue, comment arriver jusqu'à lui? Et comment réussir, moi, visiteur inconnu et déplaisant, à persuader l'illustre médecin de cambrioler le sanctuaire de son collègue le docteur Jekyll? Je me souvins alors que de ma personnalité originale, quelque chose me restait. Je possédais encore mon écriture. Dès que j'eus conçu cette étincelle initiale, la voie que je devais suivre s'illumina de bout en bout. En conséquence, j'ajustai mes habits du mieux que je pus et, arrêtant un cab qui passait, me fis conduire à un hôtel de Portland Street, dont par hasard je me rappelais le nom. À mon aspect, qui était en effet grotesque, malgré la tragique destinée qui recouvrait ses dehors, le cocher ne put contenir son hilarité. Dans une bouffée de rage démoniaque, je me rapprochai en grinçant des dents, et le sourire se figea sur ses traits. Heureusement pour lui, et non moins heureusement pour moi-même, car un instant de plus, et je le tirai à bas de son siège. À l'hôtel, dès mon entrée, je jetai autour de moi des regards si farouches que le personnel en frémit, et sans oser même échanger un clin d'œil en ma présence, on prit mes ordres avec obséquiosité. Et me conduisant à un salon particulier, on m'y apporta aussitôt de quoi écrire. Hyde en péril de mort était un être nouveau pour moi, agité d'une colère désordonnée. Il n'eût reculé devant aucun crime et n'aspirait qu'à infliger de la douleur. Mais la créature était non moins astucieuse. D'un grand effort de volonté, elle maîtrisa sa rage, composa ses 2 importantes missives, l'une pour Lannion et l'autre pour Poole, et afin d'obtenir la preuve matérielle de leur expédition, donna l'ordre de les faire recommander. Après quoi, Hyde resta toute la journée assis devant le feu, à se ronger les ongles, dans le salon particulier. Il y dîna seul avec ses craintes, servi par le garçon qui tremblait visiblement sous son regard. Et lorsque la nuit fut tout à fait tombée, il partit de là, tassé dans le fond d'un cab fermé, et se fit conduire ici et là par les rues de la ville. Il, dis-je, et non pas je. Ce fils de l'enfer n'avait plus rien d'humain. Rien ne vivait en lui que la peur et la haine. À la fin, s'imaginant que le cocher concevait peut-être des soupçons, il renvoya le cab et s'aventura à pied, affublé de ses habits incongrus, qui le désignaient à la curiosité, au milieu de la foule nocturne, tandis que ces 2 viles passions faisaient en lui comme une tempête. Il marchait vite, foyé par ses craintes, parlant tout seul, cherchant les voies les moins fréquentées, comptant les minutes qui le séparaient encore de minuit. À un moment donné, une femme l'aborda, lui offrant, je crois, des boîtes d'allumettes. Il la frappa au visage et elle prit la fuite. Lorsque je revins à moi chez Lannion, l'horreur que j'inspirais à mon vieil ami m'affecta un peu. Je ne sais. En tout cas, ce ne fut qu'une goutte d'eau dans la mer, à côté de la répulsion avec laquelle je me remémorais ces heures. Un changement s'était produit en moi. C'était non plus la crainte du gibet, mais bien l'horreur d'être Hyde qui me déchirait. Je reçus comme dans un songe les malédictions de Lannion. Comme dans un songe, je regagnai ma demeure et me mis au lit. Je dormis, après cette accablante journée, d'un sommeil dense et poignant que ne réunissait point à interrompre les cauchemars qui me tordaient. Je m'éveillai le matin brisé, affaibli, mais apaisé.
Je ne cessais pas de haïr et de craindre la pensée de la bête assoupie en moi. Mais j'étais une fois de plus chez moi, dans ma propre demeure et à portée de mes drogues, et ma reconnaissance à l'égard de mon salut brillait dans mon âme d'un éclat rivalisant presque avec celui de l'espérance. Je me promenais à petits pas dans la cour après le déjeuner, humant avec délice la froidure de l'air, quand je fus envahi à nouveau par ces indescriptibles symptômes annonciateurs de la métamorphose, et je n'eus que le temps de regagner l'abri de mon cabinet avant d'être à nouveau en proie aux rages et aux passions délirantes de Hyde. Il me fallut en cette occasion doubler la dose pour me rappeler à moi-même. Hélas, 6 heures plus tard, comme j'étais assis à regarder tristement le feu, les douleurs me reprirent, et je dus une fois encore avoir recours à la drogue. Bref, à partir de ce jour, ce ne fut plus que par une sorte de gymnastique épuisante et sous l'influence immédiate de la drogue que je me trouvais capable de revêtir la forme de Jekyll. À toute heure du jour et de la nuit, j'étais envahi du frisson prémonitoire. Il me suffisait principalement de m'endormir, ou même de somnoler quelques minutes dans mon fauteuil pour m'éveiller immanquablement sous la forme de Hyde. La menace continuelle de cette calamité imminente et les privations de sommeil que je m'imposais alors, et où j'atteignis les extrêmes limites de la résistance humaine, eurent bientôt fait de moi, en ma personne réelle, un être rongé et épuisé par la fièvre, déplorablement affaibli de corps aussi bien que d'esprit, et possédé par une unique pensée, l'horreur de mon autre moi. Mais lorsque je m'endormais, ou lorsque la vertu du remède s'épuisait, je tombais quasi sans transition, car les tourments de la métamorphose devenaient chaque jour moins marqués, à la merci d'une imagination débordant d'images terrifiantes, d'une âme bouillonnant de haine irraisonnée, et d'un corps qui me semblait trop faible pour résister à une telle dépense de frénétiques énergies. Les facultés de Hyde semblaient s'accroître de tout ce que perdait Jekyll. Du moins la haine qui les divisait était alors égale de part et d'autre. Chez Jekyll, c'était une question de défense vitale. Il connaissait désormais la pleine difformité de cette créature qui partageait avec lui quelques-uns des phénomènes de la conscience et qui serait sa cohéritière à une même mort. Et en sus de ces liens de communauté où résidait la part la plus poignante de sa détresse, il voyait en Hyde, malgré toute sa puissante vitalité, un être non seulement infernal, mais inorganique. C'était là le plus révoltant, que le limon de l'abîme en vint à s'exprimer par le cri et par le verbe, que l'amorphe poussière gesticula et pécha, que ce qui était inerte et n'avait pas de forme put usurper les fonctions de la vie. Et ceci encore, que cette larve monstrueuse fut associée à lui plus intimement qu'une épouse, plus intimement que la prunelle de ses yeux, qu'elle fut emprisonnée dans sa chair, où il l'entendait murmurer, où il la sentait s'efforcer vers la liberté, qu'à chaque heure de faiblesse et dans l'abandon du sommeil, elle prévalut contre lui et le déposséda de son être. La haine de Hyde envers Jekyll était d'un ordre différent. Sa terreur du gibet le poussait naturellement à commettre un suicide provisoire et à reprendre sa situation subordonnée de parti au lieu d'individu. Mais il abhorrait cette nécessité, il abhorrait la mélancolie où s'enfonçait de plus en plus Jekyll, et il lui en voulait du dégoût avec lequel ce dernier le considérait. De là provenaient les mauvais tours qu'il me jouait sans cesse, griffonnant de ma propre écriture des blasphèmes en marge de mes livres, brûlant les lettres et déchirant le portrait de mon père. Et certes, n'eût été sa crainte que de la mort, il se fût depuis longtemps détruit afin de m'entraîner dans sa perte. Mais il a pour la vie un amour prodigieux. Je vais plus loin. Moi, que sa seule idée glace et rend malade, lorsque je songe à la bassesse et à la fureur de cet attachement,
et lorsque je considère à quel point il redoute mon pouvoir de l'en priver par le suicide, je trouve en moi de quoi le plaindre. Il serait vain de plonger cette analyse, et le temps ne m'est, hélas, que trop mesuré. Il suffit de savoir que personne n'a jamais souffert semblable tourment. Et malgré tout, à ceux-ci l'habitude apporta non pas une atténuation, mais un certain endurcissement de l'âme, une sorte d'acceptation désespérée. Et mon châtiment aurait pu se prolonger des années, sans la dernière calamité qui me frappe aujourd'hui et qui va me séparer définitivement de ma propre apparence et de mon individualité. Ma provision du fameux sel, non renouvelée depuis le jour de ma première expérience, touchait à sa fin. J'en fis venir une nouvelle commande et préparai le breuvage. L'ébullition se produisit, comme le premier changement de couleur, mais non point le second. Je l'absorbai sans aucun résultat. Vous apprendrez de Poole comment je lui ai fait courir tout Londres en vain. Je reste aujourd'hui persuadé que mon premier achat était impur et que cette impureté ignorée donnait son efficacité au breuvage. Près d'une semaine a passé depuis lors, et voici que j'achève cette relation sous l'influence de la dernière dose de l'ancien produit. Voici donc, à moins d'un miracle, la dernière fois que Henry Jekyll peut penser ses propres pensées ou voir dans le miroir son propre visage, combien lamentablement altéré. Du reste, il ne faut pas que je tarde trop longtemps à cesser d'écrire. Si mon présent récit a jusqu'à cette heure évité d'être anéanti, c'est grâce à beaucoup de précautions alliées à non moins d'heureuses chances. Si les affres de la métamorphose venaient à s'emparer de moi, tandis que j'écris, aïe de mettre ce cahier en morceaux. Mais il s'est écoulé un peu de temps depuis que je l'ai rangé. Son égoïsme prodigieux et son immersion dans la minute présente le sauveront probablement une fois encore des effets de sa rancune simiesque. Et d'ailleurs, la fatalité qui va se refermant sur nous deux l'a déjà changé et abattu. Dans une demi-heure d'ici, lorsqu'une fois de plus et à jamais je revêtirai cette personnalité haïe, je sais par avance que je resterai dans mon fauteuil à trembler et à pleurer, ou que je continuerai, dans un démesuré transport de terreur attentive, à arpenter de long en large cette pièce, mon dernier refuge sur la terre, en prêtant l'oreille à tous les bruits menaçants. Hyde mourra-t-il sur l'échafaud, ou bien trouvera-t-il au dernier moment le courage de se libérer lui-même ? Dieu le sait, et peu m'importe. C'est ici l'heure véritable de ma mort, et ce qui va suivre en concerne un autre que moi. Ici donc, en déposant la plume et en m'apprêtant à sceller ma confession, je mets un terme à la vie de cet infortuné Henry Jekyll.